Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Randonnée Zen. Je suis super contente d'être ici et de commencer ce projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois. Et j'ai pensé commencer avec un premier épisode un peu plus général sur des astuces pour bien commencer à randonner. Soit qu'on n'ait jamais randonné, qu'on ait un petit peu d'expérience, même qu'on ait pas mal d'expérience en randonnée, je pense que certaines de ces astuces peuvent toujours être utiles et de toute façon, ça fait toujours du bien d'avoir un petit refresh. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous aideront à prendre plus confiance quand vous allez randonner et à randonner surtout avec plus de sécurité et confiance. Donc, voilà, je voulais partager 10 astuces aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec la première. Donc, la première concerne surtout le type de randonnée à choisir quand on débute. Quand on commence en randonnée, je pense que c'est vraiment important de commencer déjà avec des randonnées à la journée. De peut-être pas se lancer tout de suite dans des randonnées de plusieurs jours sans avoir un minimum d'expérience parce que, voilà, c'est un peu plus sécuritaire. Après, c'est possible de le faire. Il n'y a rien qui en empêche. Mais c'est sûr que c'est plus facile à organiser. Et s'il y a un problème, c'est quand même moins difficile à régler que quand on part pour plusieurs jours. Donc déjà, une randonnée à la journée, en faire quelques-unes, pas besoin d'en faire 40 millions. Mais faire quelques randonnées à la journée pour prendre confiance. Aussi, quand on fait vraiment ces premières randonnées, surtout en haute montagne, donc par exemple sur les Alpes ou dans les Rocheuses, ou bref, des montagnes avec plusieurs milliers de mètres de dénivelé, c'est important, je pense, de choisir des randonnées populaires. Donc, OK, peut-être pas besoin d'être vraiment la randonnée genre autoroute où il y a des milliers de personnes, mais quand même des randonnées où il y a un petit peu de gens sur le sentier. Comme ça, si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas seul et vous pouvez avoir de l'aide plus facilement que si vous choisissez une randonnée qui est au fin fond des bois où très peu de personnes vont. Et évidemment, aussi, pour éviter de vous décourager, je vous encourage à choisir une randonnée qui n'est pas trop difficile parce que les premières expériences, c'est souvent celles qui déterminent si on aime quelque chose, si on a envie de continuer. Donc, en choisissant une randonnée trop difficile, vous risquez de vous décourager et d'avoir une mauvaise opinion de la randonnée, alors que la randonnée, c'est un très, très beau sport et que, bien sûr, ça demande des efforts. Plus on fait des randonnées compliquées, plus c'est intense comme sport, mais on peut tout à fait commencer à faire de la randonnée un peu plus simple, un peu plus facile, surtout pour y prendre goût, s'entraîner, puis y prendre du plaisir. Donc, randonnée à la journée, populaire, pas trop difficile. Je pense que ça, les 2-3 premières randonnées, c'est quand même important qu'elles aient ces caractéristiques-là, comme ça, vous prenez un peu de confiance en vous. Ensuite, deuxième astuce, c'est de partir avec quelqu'un qui a de l'expérience ou alors se joindre à un club de randonnée ou au moins partir avec une autre personne qui débute aussi pour pas être seul. Parce que, bon, ça, c'est c'est quand même une astuce qui s'applique en général. C'est sûr que la randonnée en solitaire, c'est le fun. Moi, j'en fais aussi. Mais c'est sûr que c'est un peu plus dangereux dans le sens que s'il arrive quelque chose, on est seul. Donc, si on se fait mal, si on se perd, ou si la météo devient pas belle et tout, c'est sûr que c'est plus risqué d'être seul que si on est à plusieurs
qui peuvent réagir, réfléchir et trouver la meilleure solution. Donc, je pense que surtout les premières randonnées, ça peut être... c'est important quand même d'aller avec quelqu'un qui a un petit peu d'expérience ou au moins de ne pas aller seul. Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous êtes en sécurité. Pour les clubs de randonnée, généralement, il y en a... vraiment beaucoup. En Europe, il y a les clubs alpins en général, qui sont aussi nationaux, donc chaque ville en a, mais il y a plusieurs clubs aussi dans les villes et tout. Au Québec, il y a aussi des clubs de randonnée dans différentes villes ou des clubs de randonnée au niveau provincial. Donc, voilà. Et en Suisse, en Belgique, je ne sais pas, mais j'imagine que ce soit que c'est la même chose. Donc, ça peut être intéressant de joindre un club de randonnée aussi si vous n'avez pas d'amis ou de parents ou de famille qui font de la randonnée. Troisième astuce qui concerne l'habillement. D'ailleurs, ça, c'est tous des astuces. Aujourd'hui, je voulais juste donner un petit peu un début d'astuces pour vous aider à commencer en randonnée. Mais bien sûr, tous les sujets vont être approfondis dans les prochains épisodes. Donc, ici, c'est juste un petit survol, mais tout va être détaillé dans les prochains épisodes. Pour l'habillement, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas porter de coton parce que le coton, c'est un tissu qui absorbe l'humidité et qui reste mouillé très, très longtemps. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant de sécher. Donc, si par exemple, la température change, le vent se lève et tout, et vous êtes habillé avec du coton, vous allez avoir froid parce que le coton va être mouillé. Elle va avoir du vent, donc ça va augmenter le sentiment de froid. Les bas, c'est la même chose. Par exemple, pour les chaussettes ou les bas... Oui, pardon, moi, je suis québécoise, donc des fois, je vais utiliser des expressions québécoises. Donc, pour les chaussettes, par exemple, ça encourage les ampoules parce que les chaussettes restent mouillées et donc la peau du pied reste plus molle. Hein? C'est donc le fun ce que je te dis. Ça permet, ça facilite la création d'ampoules. Donc, par exemple, le coton, vraiment, c'est à proscrire, même si vous pouvez pour les sous-vêtements, parce que même si vous avez des vêtements... soit en synthétique, soit en laine mérino ou en d'autres tissus, genre en bambou, qui sont naturels. Il y a d'autres tissus naturels autres que le coton qui n'absorbent pas l'humidité. Mais donc, si vous avez des vêtements dans d'autres tissus que du coton, mais vous avez des sous-vêtements en coton, les sous-vêtements, eux, vont être mouillés et donc ça va un peu annuler l'effet des autres vêtements. Donc, si le plus possible, on évite tout vêtement en coton. Et c'est aussi important d'utiliser le système multicouche ou de s'habiller comme un oignon. Donc, de privilégier des différentes couches au lieu d'avoir par exemple, un gros manteau épais, chaud. On va privilégier plusieurs petits, plusieurs chandails, plusieurs maillots à manches courtes, à manches longues, des polaires, un manteau de pluie, une doudoune. On va préférer les couches au fait d'avoir un seul gros vêtement, par exemple, parce que ça va être plus facile de réguler la température comme ça qu'en ayant une seule couche de vêtements extérieur, par exemple. Donc, évidemment, je vais détailler dans un prochain épisode le système multicouche, mais voilà, ça, c'est deux choses importantes pour l'habillement. On évite le coton et on privilégie les couches pour s'habiller. Ensuite, quatrième astuce, évidemment, on part avec le bon matériel, mais on n'essaie pas trop apporter de choses, dans le sens qu'il faut y aller avec le juste milieu, avoir tout le matériel nécessaire sans exagérer. C'est sûr qu'à la journée, c'est difficile de porter beaucoup de poids. Hein. C'est sûr que ça s'applique un petit peu plus si on part pour plusieurs journées. Mais même à ça, c'est possible d'apporter trop de choses, même pour juste une journée. Donc, qu'est-ce que j'entends par bon matériel? Alors, déjà, pour moi, les éléments essentiels en randonnée qui sont importants de bien choisir, ce sont les chaussures, évidemment. Hein, il faut des bonnes chaussures de randonnée. Le sac à dos,
parce que avoir un mauvais sac à dos, ça peut vraiment ruiner la randonnée, avoir mal dans le dos, avoir le sac qui tire d'un côté plus que de l'autre, des choses comme ça. Ça rend vraiment la randonnée inconfortable. Donc, avoir un bon sac à dos, c'est important. Et une bonne veste de pluie, parce que c'est important de se protéger de la pluie pour pas... si on se perd ou quelque chose comme ça, par exemple, puis qu'il vient de la pluie, pour pouvoir se protéger et pas souffrir d'hypothermie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 3 éléments essentiels quand on part en randonnée. Après, bien sûr, il y en a d'autres, mais ça, c'est les éléments importants auxquels porter attention. Donc, par exemple, les chaussures... et privilégier les chaussures fermées. C'est sûr, ça dépend si on fait genre les Cinque Terre en Italie, par exemple. Des sandales de randonnée, par contre, ça peut bien faire l'affaire, mais il faut vraiment des chaussures adaptées au type de randonnée qu'on fait et aux conditions dans lesquelles on va marcher. Évidemment, ici aussi, je vais détailler... dans les prochains épisodes, comment choisir ses chaussures, comment choisir son sac à dos, sa veste de pluie et les autres éléments, le reste du matériel. Aussi, j'ai préparé un kit de démarrage pour vous aider à commencer la randonnée où il y a une liste de matériel de base à apporter. Donc, comme ça, si vous ne savez pas trop quoi apporter pour une randonnée à la journée, je vous ai indiqué toute la liste des éléments qui, à mon sens, sont importants à avoir dans votre sac à dos. Donc, si vous êtes intéressé, le lien, il est dans la description de l'épisode. Maintenant, la cinquième astuce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'apporter assez d'eau. Parce que ça, c'est très, très important. On sait qu'on peut survivre seulement 3 jours sans eau. Donc, l'eau, c'est hyper important. Là, ici aussi, ça va dépendre de où vous randonnez, de la saison, des conditions climatiques et tout. Mais disons qu'un 2 litres d'eau par personne, c'est le minimum pour une journée de randonnée. Bien sûr, si on fait une randonnée d'1 heure, 2 litres, c'est peut-être pas nécessaire. Mais si on part pour 4, 5, 6 heures, peut-être même plus... 2 litres d'eau, c'est quand même le minimum. Donc ça, c'est super important. Et aussi, d'avoir des collations avec soi. Moi, je dis toujours, en randonnée, on tend à avoir moins faim. Par exemple, quand vient l'heure de manger, à l'heure du dîner et tout, le midi, on a généralement pas super faim parce qu'on est en train de faire de l'exercice. Donc, c'est quand même mieux de manger régulièrement, mais des petites portions. Donc, d'apporter plusieurs collations pour vous permettre de maintenir votre niveau d'énergie constant durant la journée. Donc, des collations, on peut avoir des barres tendres, des fruits secs, des noix, des arachides, des choses comme ça. Des fruits frais, des légumes aussi. Donc, juste quelque chose pour nous redonner un petit boost là, une fois de temps en temps durant la journée. Donc ça, c'est super important. Moi-même, je préfère apporter plus de collations que plutôt qu'apporter genre un gros repas. Parce que je sais que je vais difficilement manger le repas, mais les collations, ça, oui, je vais les manger tout au long de la journée. Ensuite, hyper important, c'est d'avoir une copie de l'itinéraire que vous pensez faire, soit papier, et ou de la sauvegarder de façon hors ligne sur votre téléphone. Moi, je préfère toujours les deux. Je préfère toujours avoir une copie papier de l'itinéraire et la carte hors ligne sur mon téléphone, parce que si je manque de batterie, ou si il pleut et que, par malheur, de l'eau rentre dans mon sac et que la carte est plus lisible, j'ai un backup dans les 2 cas. Donc, il faut toujours penser à être plus prudent que pas assez, surtout quand on s'éloigne de la civilisation. Donc, ici aussi, pour peut-être vous demander comment sauvegarder les cartes ou même ou avoir trouvé l'itinéraire de la randonnée. Bien sûr, je vais aussi faire des épisodes là-dessus, mais rapidement, il y a des applications comme Komoot, Maps.me et Locus Map qui permettent de... il y a aussi Open Runner, pardon, il y en a plusieurs, qui permettent de tracer les itinéraires
sur une carte en ligne, de les imprimer et de aussi les sauvegarder de façon hors ligne sur votre téléphone. Donc ça, c'est super important. Comme ça, si vous vous perdez ou s'il y a quelque chose qui arrive, ben vous pouvez retrouver votre chemin plus facilement. Et ce qui est encore plus important, c'est de donner une copie de votre itinéraire à quelqu'un. Donc là encore, soit une copie papier, soit on lui partage l'itinéraire qu'on a tracé dans une des applications. Comme ça, la personne sait où est-ce qu'on est. Ça, c'est super important parce que si vous vous perdez, si vous faites mal, s'il y a quelque chose qui arrive, puis que vous revenez pas à l'heure prévue chez vous et que vous avertissez pas cette personne, mais cette personne-là va pouvoir avertir la police et leur donner une idée précise de où vous vous dirigiez, ce qui va permettre de vous secourir beaucoup plus facilement que si on sait pas trop où vous étiez où, ou on sait que vous étiez dans une zone mais très vague de la montagne. Donc ça, c'est vraiment super important. Toujours donner un itinéraire à une personne. Ça peut être votre mère, votre père, un ami, le voisin, n'importe qui, mais vraiment quelqu'un qui sait où vous allez avec une heure plus ou moins de retour. On dit toujours quand même de garder un plus ou moins 2-3 heures parce qu'on sait jamais, il y a peut-être du trafic en revenant ou quelque chose, ça nous prend plus de temps que prévu, etc. Mais genre, si à telle heure on n'est pas revenu, ben de contacter la police parce que c'est probablement que quelque chose s'est passé. Et évidemment, on n'oublie pas de prévenir la personne quand on est revenu pour éviter que justement cette personne appelle la police. Mais ça, c'est vraiment super important à faire. La 7e astuce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de se mettre dans le bon mindset, dans le bon état d'esprit quand on commence à randonner et accepter que ça peut être difficile. Randonner, c'est un sport qui est très accessible. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore ce sport. Presque tout le monde peut faire de la randonnée. Si on sait marcher, si on est en forme et tout, même si on n'est pas en forme, c'est possible de faire de la randonnée, bien sûr, en adaptant le niveau, mais c'est vraiment un sport qui est très accessible. Sauf que, selon la randonnée, selon notre état physique, selon les conditions météorologiques et tout, une randonnée peut être plus ou moins difficile. Donc, il faut accepter et partir en se disant que ça peut être difficile, mais que ça fait partie de la beauté du sport et que ça va nous permettre de nous dépasser, de voir des beaux paysages, d'être fiers de nous et tout. Mais c'est vraiment important quand on commence, surtout je trouve, c'est facile de se décourager en se disant non mais c'est trop difficile, non mais j'ai le souffle court, j'ai mal aux jambes, c'est vraiment facile. Moi-même, ça m'est arrivé de me dire des fois mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me fais souffrir? Mais ça fait partie de l'expérience. Puis c'est vraiment, je vous jure, là, c'est vraiment quand on se dépasse, quand on fait une randonnée et tout, qui a été un petit peu plus difficile que ce qu'on pensait, mais qu'on réussit à la faire, le sentiment de fierté et d'accomplissement, il est juste merveilleux. Donc, je vous encourage vraiment d'accepter que, oui, des fois, il y a des parties un peu plus difficiles. Des fois, on se demande vraiment pourquoi on se fait subir ça. Mais ça fait partie de la game, comme on dit. Et il faut vraiment l'embrasser. Embrasser cette... non, ça ne dit pas ça en français, to embrace something. Il faut vraiment accueillir aussi cette difficulté parce que ça va vraiment... ça fait partie de l'expérience. 8e astuce, bien sûr, il faut prendre son temps. Il ne faut pas partir trop rapidement quand on commence à randonner. Tant qu'on ne sait pas un peu quel est notre niveau, quelle est la vitesse à laquelle on peut marcher, aussi selon la randonnée, les conditions et tout, il faut bien s'adapter. Donc, on prend son temps, on part pas trop rapidement parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Moi-même, je faisais cette erreur-là au début. Mais c'est vraiment important de maintenir son énergie, de ne pas partir à 100 000 km à l'heure dès le début, mais vraiment plutôt de commencer lentement, puis augmenter si on voit qu'on peut maintenir le rythme un rythme plus soutenu sur la durée. Mais vraiment, faut pas partir trop rapidement, c'est vraiment une erreur classique. Donc,
On n'a rien à prouver à personne, hein. Moi, je sais que je tends à être un peu fière, hein, et des fois, je me dis, ah non, mais là, la personne de 60 ans vient de me dépasser, oh my God, et tout. Mais on n'a rien à prouver à personne. La randonnée, c'est pas un sport, on n'est pas là pour faire la compétition avec personne. On va à notre rythme. L'important, moi, je dis toujours, même moi-même, là, des fois, quand je suis avec peut-être des amis et tout qui sont plus entraînés que moi et tout, je me dis toujours, l'important, c'est d'y arriver. Et moi, je sais que je vais y arriver, hein, lentement, mais sûrement. Je vais y arriver, donc il n'y a pas de stress. Il faut vraiment faire à notre rythme, parce que comme ça, ben déjà, on va réussir à finir la randonnée. Ça va être plus plaisant, puis on risque moins de se faire mal, ou ben justement d'être tellement épuisé qu'on ne réussit pas à revenir, par exemple. Puis ça, ben c'est pas drôle. Ça peut être dangereux, donc il faut vraiment y aller à notre rythme, prendre notre temps et prendre des pauses régulièrement. Ça aussi, c'est important. On tend à vouloir prendre des grosses pauses, mais c'est mieux de prendre 5 minutes de pause à toutes les heures que de prendre une grosse pause de 2 heures à chaque 2-3 heures. Donc, c'est mieux de prendre des petites pauses brèves, mais régulières, que de prendre des grosses pauses, parce que là, on se refroidit, puis c'est plus difficile à repartir. Donc, des pauses, des fois, moi, je prends juste même 5 minutes, j'enlève même pas mon sac à dos, c'est juste 5 minutes, on reste debout, on marche juste un petit peu lentement et tout, mais juste pour changer un peu le rythme. Mais voilà, des petites pauses là comme ça. Puis, c'est important aussi de manger et boire régulièrement, évidemment, pour maintenir notre énergie. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, par exemple, je mange presque à toutes les heures. Quand je suis en randonnée, je mange quelque chose à toutes les heures, parce que comme ça me permet vraiment de garder mon énergie. Je souffre aussi d'hypoglycémie, donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, manger régulièrement. C'est mieux, comme je vous disais tantôt, de manger régulièrement, genre une poignée d'amandes ou quelques carottes ou des trucs comme ça un peu rapides, une barre tendre, que de manger un gros repas à l'heure du midi. Parce que ça va être difficile après de randonner par la suite. Donc voilà, et boire régulièrement, ça c'est hyper important aussi pour prévenir des blessures, des tendinites, la déshydratation et tout. Il faut vraiment boire régulièrement. Et pour ça, moi je vous conseille vraiment un Camelback, mais ça va être un autre épisode là-dessus. Mais ou avoir bien sûr une gourde d'eau à portée de main, mais boire c'est vraiment hyper important. Donc il faut essayer de boire régulièrement. Et avant de ressentir la soif, parce que sinon, c'est déjà trop tard. Avant-dernière astuce, c'est de partir tôt pour éviter de revenir à la noirceur et aussi vérifier la météo avant de partir. Donc, au début, c'est quand même mieux de partir plus tôt le matin. Déjà, il fait plus frais, généralement. Et aussi, parce que si on ne sait pas trop combien de temps ça va nous prendre pour faire la randonnée et tout, c'est mieux de partir plus tôt, d'avoir plus de temps pour la faire que de partir genre à 11h le matin, juste pour se rendre compte que ça va prendre plus de temps que prévu, puis rentrer vers 8h, 9h à la noirceur, ce qui peut être dangereux si on n'a pas l'équipement nécessaire, genre une flashlight ou une lampe frontale en français, ou des choses comme ça. Donc, partir tôt et toujours vérifier la météo aussi avant de partir le matin même. Surtout en haute montagne, la température change vraiment rapidement. C'est aussi pour ça que c'est mieux de partir tôt, surtout l'été, parce qu'en après-midi, il y a souvent des orages en haute montagne. Donc, partir tôt, ça permet bien sûr d'être sûr de ne pas revenir à la noirceur, mais aussi d'éviter les orages. Surtout en été, comme je disais. Mais bien sûr, vérifier la météo, c'est toujours important, parce que s'il annonce c'est ça, un gros orage, beaucoup de pluie, du brouillard ou de la neige en hiver, mais une grosse tombée de neige, une grosse bordée de neige, c'est important de vérifier si c'est vraiment les bonnes conditions pour partir, si on a l'expérience pour affronter ces conditions météorologiques-là. Donc ça, c'est super important. Et ma dernière astuce pour vous aujourd'hui, c'est c'est pas vraiment pour vous en soi, c'est surtout pour nous tous, pour l'environnement, pour la préservation des sentiers, c'est de suivre les principes du Leave No Trace ou du sans trace en français. Évidemment, je vais faire un épisode juste là-dessus parce que c'est super important, mais en gros,
pas jeter de déchets dans la nature. Si on doit faire ses besoins, on s'éloigne déjà du sentier, on laisse pas son papier de toilette jeté par terre parce que contrairement à la croyance populaire, le papier de toilette, ça prend des mois avant de se décomposer, surtout s'il n'est pas dans les bonnes conditions, donc s'il n'est pas enterré, par exemple. Donc, on ne jette pas le papier de toilette par terre, ni les plures de bananes, les cœurs de pommes, etc. On jette rien. Rien dans la nature. Même si on pense que c'est biodégradable, il y a des conditions spécifiques et tout pour que ça se fasse. Tout n'est pas autochtone. Donc, même une plure de banane, par exemple, ben, ça pousse pas en Europe, ça pousse pas au Québec. Donc, c'est pas naturel d'avoir ça sur nos montagnes, par exemple. Donc, faut pas les jeter. Donc, vraiment, le Leave No Trace, il y a plusieurs autres principes, bien sûr, hein, mais vraiment, ça, c'est pour moi la base. Je vois tellement de déchets sur les sentiers, tellement vraiment de papier de toilette, là, c'est dégueulasse. Des fois, tu sais que, genre, derrière le rocher, c'est genre une latrine. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Donc, on essaie de s'éloigner des sentiers quand on fait nos besoins. Si on peut le faire pas ou, genre, 3 millions de personnes ont déjà fait, c'est mieux aussi. Voilà, on respecte la nature, on essaie de pas arracher de plantes, de branches sur les arbres, des choses comme ça. On respecte la faune, on évite de mettre de la musique, avec une boombox ou un truc comme ça. Donc voilà, un peu juste le respect de l'environnement, des autres, pour que la montagne reste déjà un endroit naturel, hein, et pas trop modifié par l'être humain, et agréable pour tous. Ah oui, un dernier principe de Leave No Trace vraiment important aussi, que j'étais en train d'oublier. On reste sur les sentiers. On essaie d'éviter de sortir des sentiers parce que ça crée des dommages sur Pardon, hein, je parle anglais toute la journée et italien, donc des fois... les expressions sont pas tout le temps françaises, hein. Ça crée des dommages, ça dit pas ça en français, il me semble. Donc ça perturbe les écosystèmes et ça laisse des traces, hein, littéralement. Donc il faut éviter de sortir des sentiers, rester sur les sentiers battus pour protéger et préserver la nature. Donc voilà, c'était les 10 astuces que j'avais pour vous aider à commencer à randonner, ou comme je vous disais, même si vous randonnez depuis plusieurs années, il y a peut-être des choses que vous aviez oubliées ou auxquelles vous ne pensiez plus. Donc, j'espère que ça va vous aider à partir en randonnée et que ça va vous être utile. Donc, si vous voulez aussi avoir plus de trucs sur comment commencer à randonner, comme je vous disais, par exemple, le matériel, des idées de collation et de repas pour partir en randonnée, comment préparer sa randonnée, les étapes importantes à ne pas oublier. J'ai préparé un kit de démarrage pour vous aider à faire tout cela. C'est le kit de démarrage de la randonneuse. Vous pouvez le trouver dans la description de l'épisode. Et voilà, j'espère que ça va vous aider à partir, ça aussi, en randonnée plus facilement, plus en confiance et en sécurité. Donc voilà, je vous souhaite de belles randonnées et on se voit pour le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.